Salam alaikum. Nous sommes dans le chapitre 2, influence des facteurs édaphiques sur la répartition des êtres vivants. Nous allons étudier dans cette capsule les propriétés du sol, notamment les propriétés du sol vis-à-vis à l'eau. L'eau est un constituant important du sol. Elle est importante pour la croissance des êtres vivants dans les végétaux. L'eau est retenue dans le sol au niveau des pores. Comment mettre en évidence la présence de l'eau dans le sol? Quelles sont les formes de l'eau dans le sol? Et comment peut-on mesurer la perméabilité du sol à l'eau et sa capacité de rétention d'eau? Nous allons commencer par une petite expérience pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un sol. Tout simplement, nous allons chauffer un échantillon de sol dans un tube à essai. Voici le schéma qui représente le début et la fin de l'expérience. Donc, après avoir chauffé un échantillon sec du sol, nous avons observé une vapeur d'eau qui se dégage, puis un dépôt de gouttelettes sur les parois du tube. Donc, le sol contient de l'eau. Nous allons voir maintenant les états de l'eau dans le sol. Voici un schéma qui représente quelques particules du sol et en même temps les différentes formes qu'on peut trouver dans un sol. Alors tout d'abord, il y a l'eau de gravité qui est représentée par cette couleur bleu clair avec des croix rouges. Donc cette eau, elle occupe les macropores, donc elle circule librement dans les grands pores du sol qu'on appelle macropores. Cette eau coule vers le bas sous l'effet de gravité. De la gravité, c'est pour ça qu'elle est appelée eau de gravité ou bien eau gravitaire. Un deuxième type d'eau, c'est l'eau capillaire qu'on trouve dans les petits pores. Elle est représentée avec la couleur noire ici. Donc cette eau occupe la microporosité, c'est-à-dire les petits pores. Elle est maintenue dans le sol par les forces capillaires et elle peut être absorbée par les plantes. Un troisième type d'eau, bien un troisième état d'eau. Donc l'eau qui, regardez, ici il y a une mince couche d'eau qui entoure les particules. Donc cette eau, elle est appelée eau pelliculaire ou bien eau hygroscopique. Regardez, donc chaque particule est entourée par une fine couche d'eau qui est très liée à la particule. Donc cette eau est très liée aux particules, elle forme une mince couche autour d'elle, elle n'est pas utilisée par les végétaux. Nous allons maintenant voir comment on peut mesurer la perméabilité du sol et sa capacité de rétention en eau, bien sûr. Alors pour ceci, nous allons effectuer une expérience. Donc tout d'abord, on va donc je vais expliquer sur le schéma. Donc ici, on a deux éprouvettes. Une éprouvette graduée et une éprouvette simple. Toutes les deux sont ouvertes en bas et il y a des robinets qui nous permettent d'ouvrir et de fermer. Tout d'abord, nous allons mettre un peu de coton dans cette éprouvette sur lequel nous allons déposer 100 g de sol séché, vraiment séché. Il n'y a aucune forme d'eau dans ce sol. Après, nous allons remplir la deuxième éprouvette, c'est-à-dire l'éprouvette A qui est graduée avec de l'eau, avec un certain volume d'eau. Puis, nous allons ouvrir ces deux robinets pour permettre à l'eau de passer à travers ce tuyau en caoutchouc vers le sol. Donc, nous allons laisser les robinets ouverts jusqu'à imbibition totale du sol, jusqu'à ce que le sol soit vraiment bien imbibé en eau. Après, on ferme les robinets, on retire ce tuyau, d'accord? Mais tout d'abord, on va calculer bien sûr le volume qui a permis ou bien qui a servi à imbiber le sol. Donc tout simplement en faisant une soustraction entre le volume initial et le volume final pour avoir un volume V1 qui est venu ici dans le sol. D'accord? Alors nous allons après enlever ce tuyau et ouvrir le robinet pour laisser descendre une eau qu'on a vu tout à l'heure, une forme d'eau qu'on a appelée eau gravitaire. Donc cette eau qui circule dans les macropores et qui est attirée vers le bas par l'effet de la gravité ou bien par les forces de la gravité. Donc nous allons mesurer le temps ou bien noter le temps de la descente de la première goutte et le temps qui a été marqué à la dernière goutte ou bien
après la descente de la dernière goutte dans le bécher. On va noter ce volume V2, cette eau qui est descendue du sol. Donc voilà, on va noter ce volume V2. Et bien sûr, on va calculer la durée qui était nécessaire pour avoir ce volume. Donc, cette expérience que vous avez vue, que j'ai expliqué, donc elle a été réalisée sur 3 sols de textures différentes. Les résultats obtenus sont représentés sur le tableau suivant. Donc on a travaillé, ou bien les chercheurs ont travaillé sur un sol sableux, sur un sol limoneux et sur un sol argileux. Donc le volume V1 qui a été pris par le sol pour chaque sol, pour le sol sableux c'était 5 ml, pour le sol limoneux 21 ml, et pour un sol argileux 27 ml. Toujours bien sûr en partant de 100 g de chaque sol. Puis le volume V2 qui s'est écoulé dans le bécher, pour le sol sableux c'était 3 ml, le sol limoneux 11 ml et pour le sol argileux 12 ml. Le temps T1, bien sûr on a noté le temps T1 et T2 pour chaque type de sol, c'est-à-dire le temps T1, c'est-à-dire le début ou bien quand on a vu la première goutte descendre de l'éprouvette dans le bécher, et le temps T2 qui correspond à la dernière goutte, bien sûr. Nous allons maintenant calculer les volumes V1 moins V2, 5 moins 3, 2. Donc c'est ce 2 mm, ou bien ce volume 2 ml, c'est quoi? C'est l'eau qui est restée dans le sol après bien sûr libération de ce volume V2. Donc il reste dans chaque sol, pour le sol sableux il reste 2 ml, dans le sol limoneux il reste 10 ml et dans le sol argileux il reste 15 ml. Après bien sûr nous allons calculer juste la durée, c'est très facile, donc T2 moins T1, donc ici on a 3 secondes, ici on a 25 secondes et là on a 95 secondes. Nous allons maintenant calculer la perméabilité. Alors c'est quoi la perméabilité? C'est tout simplement ce volume V2 qu'on va diviser par la durée bien sûr de l'écoulement de ce volume. Tout simplement c'est 3 V2, le volume V, dans ce cas là c'était 3 ml qu'on divise par 3, donc ça nous donne 1 ml par seconde. Donc comme vous remarquez c'est une vitesse. Pour le sol limoneux, donc 11 divisé par 25 ça donne 0,44 ml par seconde, et pour le sol argileux donc 12 divisé par 95 nous donne 0,12 ml par seconde. Donc quand vous voyez dans ce tableau, donc quand on a calculé V1 moins V2, c'est-à-dire l'eau qui était restée dans le sol après l'écoulement de l'eau gravitaire, donc c'est ça ce qu'on appelle la CRE, la capacité de rétention d'eau. Donc c'est cette capacité, donc la capacité de rétention d'eau, c'est un volume, tout simplement c'est le volume d'eau qui reste dans le sol. Et la perméabilité, tout simplement, c'est une vitesse, donc c'est le volume écoulé par le volume écoulé de l'eau gravitaire par unité de temps, tout simplement. Alors voici toujours notre tableau. Donc ici c'est la capacité de rétention d'eau qu'on a calculée en millilitres, donc l'eau qui reste dans le sol après écoulement de l'eau gravitaire. Alors vous savez quel type d'eau qui va rester, ce sont les deux types qui restent, l'eau pelliculaire et l'eau capillaire. Et là nous avons calculé la perméabilité P en millilitres par seconde. Donc le sol sableux, comme vous voyez, a la plus grande perméabilité. Regardez. Pardon, ici, c'est ici la plus grande perméabilité. Ensuite vient le sol limoneux et finalement le sol argileux. Le sol sableux a la plus petite capacité de rétention d'eau. Ensuite vient le sol limoneux et enfin le sol argileux qui a une grande CRE ou bien capacité de rétention d'eau. Donc ça se comprend très bien parce que nous savons très bien que dans le sol sableux, il y a beaucoup de pores, une grande macroporosité, donc qui va permettre, c'est-à-dire une perméabilité rapide de l'eau, surtout l'eau bien sûr l'eau gravitaire, donc elle est la plus grande. Et on sait très bien que si la perméabilité est grande, donc la rétention d'eau ou bien l'eau retenue ou bien le volume retenu d'eau, il va être plus petit. Par contre, le sol argileux,
où il y a une faible porosité, il va retenir plus d'eau et la perméabilité va être faible par rapport au sable. Donc comme vous voyez, là c'est l'eau gravitaire bien sûr, je tiens à vous le rappeler. Donc c'est le volume V2, c'est l'eau gravitaire. Donc les deux propriétés du sol qu'on a étudiées jusqu'à maintenant vis-à-vis de l'eau, la perméabilité du sol et la CRE, elles sont inversement proportionnelles. Plus un sol est perméable, moins il peut retenir de l'eau. Exemple, le sol sableux. Et moins un sol est perméable, plus il retient de l'eau, comme l'argile, ou bien les sols argileux. Donc les grumeaux, ils retiennent de l'eau à l'intérieur dans la microporosité et sont perméables de l'extérieur. Au niveau de la macroporosité, donc il y a une modération de la rétention d'eau, ce qui fait que nous avons une modération aussi bien au niveau de la perméabilité que dans la CRE, dans les sols grumeleux. Maintenant, nous allons étudier une autre propriété, c'est ce qu'on appelle le point de flétrissement et sa relation avec la capacité de rétention en eau. Les plantes, bien sûr, absorbent l'eau du sol à travers les racines. Une fois l'eau absorbable est épuisée, la plante flétrit, c'est-à-dire elle commence à mourir. Le point de flétrissement donc, c'est quoi? C'est la teneur de l'eau dans le sol lorsque la plante flétrit d'une manière irréversible, c'est-à-dire elle ne revient plus à son état normal même si on ajoute de l'eau. Bien sûr, donc le point de flétrissement, je répète, c'est le volume d'eau qui est toujours dans le sol mais qui n'est pas utilisé par la plante. La plante, elle commence à mourir déjà, elle commence à flétrir. Donc voici une étude qui a été faite sur 3 types de sols. Et bien sûr, les différents résultats sont représentés par ce graphe. Donc ce graphe qui représente dans l'axe des ordonnées l'humidité en pourcentage et dans l'axe des abscisses les différents types de sols, bien sûr selon une texture de grosseur décroissante. Bien sûr, les particules de sable sont plus grandes que les particules de l'argile. Donc, on va de plus en plus vers des particules plus petites de diamètre. Donc, ici, regardez, nous avons ici une courbe qui représente le point de flétrissement. Et on a dit, le point de flétrissement, c'est le volume d'eau qui reste dans le sol quand la plante ou bien les végétaux commencent à flétrir d'une manière irréversible. Ici, on a la courbe qui représente la capacité de rétention en eau, d'accord? Et on a ici les différents sols que nous allons comparer. Bien sûr, regardez ici, il y a une petite courbe encore qui représente la CRE, mais en cas de présence de l'humus, d'accord? Donc regardez, quand il y a de l'humus, la capacité de rétention d'eau augmente pour tous les types de sols. Donc nous allons comparer ces différents types de sols. Donc pour le sable, pour l'argiliment argilo-sableux et pour l'argile. Donc, pour le sable, regardez, donc le point de flétrissement, il correspond à peu près 3 à 4%. Regardez, le point de flétrissement du limon argilo-sableux, il est plus grand. Et le point de flétrissement de l'argile, il est encore plus grand. Donc, plus la texture diminue, c'est-à-dire la taille des particules diminue, plus le point de flétrissement augmente, c'est-à-dire l'eau qui est dans le sol quand les plantes commencent à flétrir d'une manière irréversible. Regardez, il augmente, c'est-à-dire avec contrairement à la texture des particules du sol. Donc ici nous allons voir la quantité ou bien la capacité, la CRE de chaque sol. Regardez, donc la CRE du sol sableux, elle est inférieure à celle du sol limon argilo-sableux et cette dernière elle est aussi inférieure à celle de l'argile. Donc PF ou bien le point de flétrissement du sable, c'était à peu près 4%. Le PF du limon, regardez le point là, c'est à peu près 14%. Et le PF de l'argile, point de flétrissement de l'argile, regardez, il est là. Alors là, ça correspond à peu près à 19%. Donc regardez, le point de flétrissement augmente en allant du sable vers l'argile. C'est-à-dire augmente en allant de grandes particules à des petites particules. Alors VR retenu par le sol, c'est quoi le VR retenu par le sol? C'est l'eau capillaire utilisable par les plantes, plus l'eau hygroscopique,
Je vous rappelle que l'eau hygroscopique, c'est l'eau pelliculaire qui entoure les particules, qui est inutilisable par les plantes. C'est ça le VR. Et le VR, ce n'est autre que la CRE. Donc, pour calculer la capillaire, on fait juste une soustraction, c'est VR moins l'eau hygroscopique. Donc, le volume qu'on a, c'est-à-dire la CRE, à laquelle on enlève, bien sûr, l'eau hygroscopique, qu'est-ce qui va rester? Bien sûr, l'eau capillaire. Alors, pour le sol sableux, on a trouvé 7%. Pour le sol limon-argilo-sableux, on a trouvé 14%. Et pour le sol argileux, c'est 15%. Donc, regardez, toujours, il y a une augmentation en allant du sol sableux vers le sol argileux. Donc, l'eau contenue, ou bien qui reste dans le sol, bien sûr, qui reste dans le sol, qui est utilisé parce que l'eau capillaire, c'est l'eau capillaire qui est utilisée par les plantes. L'eau capillaire utilisée par les plantes dans le sol, elle est inférieure à celle utilisée par les plantes dans un sol argileux. Donc, le point de flétrissement représente la quantité d'eau ou bien le volume d'eau encore présente dans le sol que le végétal n'absorbe plus et commence à faner ou à flétrir. Cette eau représente l'eau hygroscopique. Rappelez-vous, l'eau hygroscopique qu'on a vu dans les différents états d'eau, c'est l'eau pelliculaire qui entoure les particules et qui est très liée aux particules et qui n'est jamais utilisée par les plantes. Lorsqu'on passe du sable vers l'argile, la capacité de rétention en eau et le point de flétrissement augmentent. Donc, plus la texture décroît, c'est-à-dire diminue, plus le point de flétrissement PF et la CRE augmentent. Donc, ces deux PF et CRE, ce sont des volumes. Donc, PF, c'est le volume d'eau qui reste dans le sol et qui n'est pas absorbé par la plante. Ce n'est autre que l'eau hygroscopique ou bien l'eau pelliculaire qui entoure les particules. Et la CRE, ce n'est autre que l'eau hygroscopique et l'eau capillaire. Donc, sans l'eau gravitaire, parce que l'eau gravitaire, elle descend vers le bas par les forces de la gravité. Donc, la CRE et le PF sont inversement proportionnels à la texture du sol. Je veux dire ici par texture du sol, c'est-à-dire la taille des particules. Donc, la CRE et PF, quand ils augmentent bien sûr quand les particules diminuent de diamètre. Un bilan. Le sol contient de l'eau sous plusieurs formes, eau gravitaire, eau capillaire et eau hygroscopique, qu'on appelle aussi eau pelliculaire. La perméabilité P d'un sol est le volume d'eau écoulé par unité de temps, donc c'est une vitesse. La capacité de rétention ou CRE est le volume d'eau retenu par un sol. Ce n'est autre que l'eau hygroscopique et l'eau capillaire, sans l'eau gravitaire. Le point de flétrissement PF est le volume d'eau qui se trouve dans le sol au début du flétrissement du végétal. Ce n'est autre que l'eau hygroscopique ou pelliculaire liée aux particules du sol. Plus un sol est perméable, moins il peut retenir de l'eau, comme l'exemple du sol sableux. Bien sûr, c'est normal. S'il est perméable, il ne va pas retenir l'eau. Et moins un sol est perméable, plus il retient de l'eau, comme les argiles, ou bien les sols argileux. La CRE et le PF, la capacité de rétention d'eau et le point de flétrissement, sont inversement proportionnels à la texture du sol.